Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de faire presque salle comble de ce que je vois ici dans cet amphithéâtre Gaston Berger pour les rencontres du ciel et de l'espace 2022. Eh bien, certains s'en souviennent peut-être, le 27 septembre 2022, il y a quelques semaines, il était 1h14 du matin, heure française. Cet instant a marqué l'histoire de l'humanité puisque pour la première fois, l'espèce humaine a percuté intentionnellement un astéroïde dans le but de le dévier et plus largement de se préparer pour le futur si l'un de ces astéroïdes venait à menacer la planète Terre. Cette mission baptisée DART a-t-elle réussi? Eh bien, notre invité, notre conférencier va nous le dire, Patrick Michel. Vous revenez d'ailleurs tout juste du Maryland où vous avez rencontré l'équipe de DART, puisque vous faites également partie de cette équipe, et vous êtes donc directeur de recherche au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, membre de la mission DART et également responsable scientifique, donc Principal Investigator de la mission européenne ERA, qui est une autre sonde spatiale qui, elle, ira inspecter les lieux de l'astéroïde qui a été percuté dans quelques années. Merci d'être venu depuis le Maryland et depuis la Côte d'Azur. Patrick Michel, on vous applaudit, on vous écoute. Bien, merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, je reviens de Washington, là où on a eu la réunion de l'équipe DART pour commencer à analyser les données de cet impact absolument extraordinaire. On a effectivement réussi à taper sur un astéroïde. Donc, je vais vous raconter un petit peu les dernières nouvelles qu'on a et puis la suite. Avant ça, j'ai un petit message de quelqu'un qui nous soutient énormément. Alors, on étudie les roches dans le ciel, hein, les rocks. Eh ben, c'est une rockstar, c'est Brian May. Bonjour Paris. Je vous souhaite un bon moment avec Patrick et toute l'équipe qui dirige ces efforts. Et vivera. OK? Oh. À bientôt. C'est quelqu'un qui adore ce qu'on fait et qui soutient vraiment nos efforts, et quelqu'un d'adorable et qui nous aide, on le verra, à faire des images 3D de nos astéroïdes, puisque c'est un expert en images stéréoscopiques. Donc il est capable, avec deux images prises avec deux angles différents, de les arranger pour qu'on puisse les regarder en 3D, et en plus d'être des spectacles magnifiques, parce qu'on voit des mondes qui sont à des centaines de millions de kilomètres de nous en 3 dimensions, ça nous permet de faire de la science, de mesurer des hauteurs, des pentes, etc. Donc c'est vraiment... Et puis il est super cool aussi. Bon. Alors, je vais quand même maintenant vous parler des vrais rochers célestes, les astéroïdes. Donc pourquoi est-ce qu'on les étudie? Ça, c'est un rappel, je pense, important, parce que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'on a plusieurs raisons de les étudier, très différentes en fait, mais essentiellement pour accomplir les objectifs, il faut les mêmes informations. Donc finalement, peu importe l'objectif principal, le retour que vous en avez va nous permettre de nourrir les autres objectifs. Alors ces objectifs sont évidemment la science, puisque ce sont parmi les meilleurs traceurs de l'histoire du système solaire, hein. Ce sont les restes des briques qui ont formé nos planètes, mais qui n'ont jamais chauffé comme les planètes, et dont ils ont conservé la mémoire de la composition initiale de la nébuleuse solaire. Et on a donc ces magnifiques missions de retour d'échantillons qui nous permettent eh bien de répondre ou de contribuer à répondre à ces grandes questions sur l'origine de la vie, l'origine du système solaire. Il y a des raisons de défense planétaire, donc c'est ce dont on va parler. Et puis, il y a aussi le volet ressources, puisque, comme vous le savez probablement, il y a des pays, des agences, des industries qui s'intéressent à l'exploitation minière des petits corps de la Lune, de Mars. Et effectivement, les petits corps ont des tas de minéraux, ils ont de l'eau qu'on pourrait utiliser pour en faire des stations-service pour aller plus loin. Alors, ça paraît de la science-fiction, on n'en est bien sûr pas encore capable, mais sur le long terme, effectivement, c'est une question intéressante parce que plutôt que d'utiliser les ressources dont on a besoin sur Terre, si on peut les trouver là-bas pour se donner l'énergie d'aller plus loin, ça serait pas mal. Et en fait, de quoi a-t-on besoin? Eh bien, pour pouvoir répondre à ces questions, c'est de savoir de quoi sont faits ces objets en termes de composition et en termes de structure. Et en plus, il faut aussi savoir comment est-ce qu'ils répondent à une sollicitation externe dans leur environnement qui est très différent de celui de la Terre. Et c'est ce que vous allez voir. Et c'est important parce qu'un ingénieur qui doit concevoir un mécanisme de récolte d'échantillons, qui veut puiser, faire des activités minières, il a besoin de savoir non seulement quelles sont les propriétés de surface, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est de la roche dure, mais aussi comment cette surface répond, parce que l'outil ne sera pas le même selon s'il réagit comme quelque chose de dur, la surface réagit comme quelque chose de dur ou de mou. Et on va voir les challenges que ça pose avec ces objets-là.
Alors, je rappelle aussi que ces objets, pour la plupart, sont dans la ceinture principale des astéroïdes, hein, qui est située entre Mars et Jupiter. C'est là que sont parqués les restes des briques qui ont formé les planètes. On a à peu près 1 million de corps plus grands que 1 km dans cette ceinture. Et de temps en temps, il y a des collisions qui se produisent. Et certains fragments sont envoyés sur des trajectoires qui les font passer d'une trajectoire circulaire entre Mars et Jupiter en une trajectoire qui s'allonge et qui les fait croiser la Terre. La plupart d'ailleurs qui sont mis sur ces zones instables dans la ceinture qui les transportent vers la Terre, en fait vont directement dans le Soleil. Seule une vingtaine de pourcents évolue dans le système solaire interne et peut éventuellement produire des collisions. Alors justement, comment est-ce qu'on sait que ça se produit? Eh bien, finalement, le meilleur témoin de tout ça, c'est la Lune, hein, puisque la Lune a gardé la mémoire de tous les impacts qu'elle a subis. C'est le meilleur enregistreur. Il n'y a pas de tectonique, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'atmosphère. Donc tous les cratères sont enregistrés au cours du temps. Et en analysant ces cratères, eh bien, on a pu constater que le flux d'impact est resté en moyenne constant dans le système solaire interne depuis les 4 derniers milliards d'années, avec des fréquences d'impact qui dépendent de la taille de l'objet. Comme il y a moins de gros que de petits, il y a moins de gros impacts que de petits. Et donc, grâce à la Lune, on a pu évidemment se dire que ben oui, il y a des corps qui viennent vers nous, qui nous rentrent dedans, et maintenant on sait qu'ils viennent de la ceinture des astéroïdes, qu'ils ont une durée de vie limitée. Chacun a une durée de vie de quelques millions d'années, alors que le flux est resté constant pendant 4 milliards d'années. Ben oui, ça paraît paradoxal, mais pendant qu'un objet meurt dans le Soleil ou sur une planète, entre-temps, il y a d'autres collisions dans la ceinture qui renvoient des corps dans la région qui croise la trajectoire de la Terre. On a donc un taux de mortalité qui est compensé par un taux de natalité dans la ceinture. Alors de temps en temps, il passe très près de nous. Ça, c'est une simulation faite avec ma postdoctorante de l'époque, Yun Zhang, qui a simulé donc l'approche d'un corps près de la Terre. Et selon sa cohésion, selon ses propriétés physiques, eh bien, il va pouvoir se déformer, prendre des formes un peu bizarres. Et donc, c'est les effets de marée avec la Terre qui contribuent à modeler ces petits corps. Et on essaie d'en comprendre d'ailleurs les propriétés. Et je vous rappelle que l'astéroïde Apophis va passer près de la Terre à moins de 32 000 km le 13 avril 2029, un vendredi en plus. Il ne tombera pas dessus, heureusement, on en est sûr. Et l'idée, c'est d'aller le voir pour vérifier comment les effets de marée potentiellement pourraient faire bouger sa surface, parce que toute opportunité d'aller sur place vérifier comment la matière bouge est extrêmement important, parce que, comme vous allez le voir, ils ont une réponse qui est très contre-intuitive aux actions que l'on leur fait subir. Et donc, il nous faut continuer à expérimenter finalement comment ils se comportent. Et là, on a un laboratoire naturel qui va venir vers nous le vendredi 13 avril 2029. Et vous pourrez voir l'astéroïde à l'œil nu, d'ailleurs. Ça sera un spectacle magnifique, sa luminosité, notamment en Europe. Alors après, je passe, on est passé donc de loin, la Lune, maintenant les rencontres proches, et puis de temps en temps, ça explose dans l'atmosphère. Donc vous avez un astéroïde de 50 mètres de diamètre qui a explosé à 8 km dans l'atmosphère au-dessus de la Tunguska en Sibérie, qui a pulvérisé 2000 km² de forêt. Et pour vous montrer ce que ça donne, hein, si vous prenez New York, ça donne, voilà, toute cette région aurait été impactée, j'aurais pu mettre Paris. Donc ce sont des grandes régions. Alors, pas de panique. La probabilité qu'un événement comme ça se fasse au-dessus d'une zone habitée est très faible parce que la plupart de la Terre est faite d'eau et de désert. Et donc les événements très locaux se produisent en majeure partie au-dessus de déserts comme une forêt en Sibérie, même s'il y a eu des témoins, des blessés à l'époque. Mais bon, ça n'a pas été quand même un événement majeur pour l'humanité. Mais ça nous a quand même sensibilisés au risque, et c'est pour ça qu'on a créé le jour des astéroïdes, sous l'initiative d'ailleurs de Brian May encore, qui est devenu un jour officiel de l'ONU le 30 juin. On fait donc une série d'événements dans le monde entier pour sensibiliser les gens, alors pas au risque d'impact pour leur faire peur, non, à la science des astéroïdes qui nous apporte, et aussi à comprendre que effectivement, de temps en temps, il y a des événements qui peuvent se passer. Il ne faut pas s'affoler, il faut savoir ce que c'est, donc pour pouvoir mieux, justement, avoir moins peur. Et donc, on fait des événements un peu dans le monde entier, un petit peu moins en France parce qu'on fait beaucoup en anglais malheureusement, mais on va essayer de faire des efforts pour l'année prochaine. Et voilà, ça c'est typiquement la chose qui était importante pour le public, pour les sensibiliser. C'est cet événement au-dessus de Tcheliabinsk en Russie le 15 février 2013, où un objet d'à peu près 15 mètres de diamètre a explosé à une vingtaine de kilomètres dans l'atmosphère avec une énergie équivalente à 35 bombes d'Hiroshima.
et il a été filmé par les caméras des voitures en Russie. Ils ont tous des caméras pour pouvoir montrer qu'ils n'ont pas en tort quand ils ont des accidents, par exemple. Et du coup, on a eu beaucoup de films de ce météore. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'événements comme faut choisir l'heure où on fait sa pause café parce qu'on peut prendre son collègue dessus, là, comme celui-là. Voilà. Donc, voilà. Et puis, alors, la beauté, c'est que l'instinct de survie d'une espèce fait que quand on ne comprend pas ce qui se passe, eh ben, on s'en va. Alors après, il ne faut pas se mettre trop. Il y a des portes derrière lesquelles il ne faut pas trop se mettre parce que voilà. Alors typiquement, c'est exactement le genre de choses qu'il faut dire. C'est important parce qu'en fait, il y a eu 1000 blessés lors de cet événement, tout simplement parce que quand les gens ont vu un flash lumineux, ils ont eu le réflexe d'aller à leur vitre voir ce qui se passait. Quand ça a explosé, ils se sont pris les débris de verre. Donc quand vous avez un événement un peu bizarre dehors, la moralité, attendez avant d'aller voir, c'est bien d'être curieux. Moi, je pousse la curiosité. Mais là, dans ce cas-là, attendez un petit peu parce que ça peut être quelque chose qui arrive un petit peu après coup. Bon, on a aussi des impacts sur Terre, comme le météore cratère près de Flagstaff, en Arizona, qui est très bien préservé. Malheureusement, sur Terre, on n'a pas cette chance. Enfin, peut-être que c'est mieux pour nous, mais d'avoir tous les cratères qu'on a sur la Lune pour pouvoir étudier ce phénomène. Il faut vraiment avoir l'œil d'un géologue pour identifier certains cratères, mais celui-là est assez bien préservé. Il fait 1,2 km de diamètre, vous pouvez le visiter, il y a un magnifique musée. Et puis vous voyez ici tous les impacts qu'on a eu dans l'atmosphère. Donc là, c'est depuis 1988 à 2022, tous les impacts qui ont une énergie qui est équivalente à celle d'une bombe d'Hiroshima. Donc vous voyez, il y en a partout, mais c'est dans l'atmosphère, parce qu'ils sont petits. Et ça, c'est notre avantage, c'est qu'on a ce bouclier qui nous permet de ne pas se prendre sur la tête des objets qui font quelques mètres de diamètre et qui vont plutôt exploser dans l'atmosphère. Et le météore de Tcheliabinsk, que je le montre ici, voilà où ça s'est passé. Alors, la moralité, pour en venir après à Dart et Hera, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur? Non. La probabilité de se prendre un astéroïde dessus sur notre échelle de vie est extrêmement faible. On connaît tous les objets qui peuvent faire des dégâts majeurs, c'est-à-dire plus grands que 1 km de diamètre, enfin quasiment tous. Leur fréquence d'impact, c'est à peu près tous les 500 000 ans, donc on voit bien que c'est quand même très faible. Certes, quand ça arrive, ça fait mal, mais les fréquences sont faibles et on les surveille. On essaie d'identifier tous les objets qui sont plus grands que 140 mètres de diamètre, on n'en connaît que 40%, mais les fréquences d'impact, c'est aussi tous les quelques dizaines de milliers d'années. Alors le risque, il n'est pas nul, c'est pour ça que c'est pertinent de s'en occuper, mais en pesant quand même les craintes qu'on peut avoir, parce que moi qui vais en moto à l'observatoire, c'est plus dangereux que le risque que j'ai de me prendre un astéroïde sur la figure, ce que j'adorerais d'ailleurs s'il est petit, qui me fait pas mal, me ferait une belle météorite. Donc en fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'effectivement, c'est un phénomène à très faible probabilité, mais qui a des hautes conséquences. Donc on préfère quand même s'assurer qu'on sera prêt le jour où ça arrivera, et on s'est surtout aperçu qu'il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin, parce que c'est quand même assez complexe. Mais ça a quand même un avantage aussi, c'est que par rapport à plein d'autres risques, comme les tsunamis, les tremblements de terre, c'est un des seuls qu'on peut prédire et prévenir avec des moyens qui sont réalisables, raisonnables, et qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc en d'autres termes, on fait ça pour être prêt, pour que les futures générations aient un plan robuste le jour où ça arrive et qu'elle n'est pas improvisée, parce qu'on sait que c'est très complexe, c'est multiparamètres. Et quand je dis multiparamètres, il y a le volet prédiction, c'est-à-dire savoir identifier qu'un objet va nous tomber dessus, le volet prévention, qu'est-ce que je fais pour y faire face, et le volet organisation mondiale, internationale, parce que c'est un risque qui atteint toute l'humanité, et le jour où quelque chose vient vers nous, qui décide comment, qui envoie quoi, voilà, et même qui communique. Donc toutes ces choses-là qu'on a d'ailleurs vécu pendant la pandémie, c'est les mêmes problématiques. La bonne nouvelle, c'est que pour les astéroïdes, ça fait une vingtaine d'années qu'on est en train de mettre en œuvre toutes ces étapes-là en parallèle, et même en 20 ans, on n'est pas prêt. Donc on voit que ça prend du temps. C'est pour ça que c'est pertinent de le faire. En plus, et c'est ça qui nous intéresse, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous étudiez les astéroïdes, même si là c'est un objectif de défense planétaire, vous avez un retour scientifique extraordinaire, donc c'est gagnant-gagnant. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui, parce que le temps est compté, du volet prévention. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se protéger d'un risque d'impact? Et il y a deux choses à faire. Il y a mieux comprendre ces objets, les caractériser, comprendre de quoi ils sont faits, et puis développer des techniques pour s'en protéger. Et mieux comprendre, c'est essentiel, parce que ce dont on s'est rendu compte grâce aux missions récentes, c'est qu'en fait, ces petits rochers célestes, ce n'est pas des petits cailloux très ennuyeux comme ça dans l'espace, ce sont des véritables petits mondes géologiques. Ils nous révèlent une complexité
qu'on ne pouvait pas supposer à partir de la lumière qui nous renvoyait. Et vous voyez ici quelques corps, hein, on voit les différentes formes que l'on a, les différentes morphologies, les différentes couleurs qu'on ne voit pas ici, la composition. Et puis même sur un même objet, on a une incroyable diversité de structures géologiques. Vous avez des avalanches, vous avez des cratères, vous avez des bassins, vous avez des roches de morphologie très différentes les unes par rapport aux autres. Et tout ça, on ne comprend pas très bien comment c'est possible. Donc il y a des tas de choses qui se passent, même des particules qui sont éjectées naturellement de la surface. Et donc on est en train de digérer toutes les informations que ces missions nous ont offertes, mais qu'on ne comprend pas encore bien parce qu'ils évoluent dans des conditions d'attraction qui sont très différentes de celles de la Terre. Sur un astéroïde comme Itokawa, pour m'en échapper, il faut que je saute à 6 cm par seconde. Ça veut dire que là, rien qu'en m'excitant, en vous parlant, je suis déjà en orbite. Donc ça veut dire que la matière, elle n'évolue pas de la même manière selon les conditions d'attraction, et même elle peut évoluer de façon complètement contre-intuitive, ce qu'on ne pouvait pas appréhender. Donc la moralité, c'est que même avec ces images, on peut faire énormément de sciences, composition et aussi géologie, comprendre ce que veulent dire ces structures sur l'histoire de ces objets et sur ce qu'ils subissent dans le système solaire, parce que tout ça, ce sont des signatures de processus qu'ils subissent et la façon dont les astéroïdes y répondent. Donc, comprendre ça, c'est remonter un peu l'histoire du système solaire. Mais il y a quand même une chose qui manque, c'est qu'on s'est aperçu que si on ne touche pas, il est impossible de savoir quelles sont leurs propriétés mécaniques, comment ils répondent. On peut penser qu'ici, c'est dur, et quand on va taper, c'est très mou. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, vous allez le voir. Donc c'est vraiment très important de pouvoir toucher, de pouvoir faire une interaction directe avec la surface d'un astéroïde, parce que c'est le seul moyen de comprendre comment il répond mécaniquement, et donc de comprendre, bien, quand on voit ça, quel a été le temps qu'il a fallu pour produire tous les cratères, par exemple, etc., etc. Vous voyez, là, je vous montre quelques images pour vous montrer la complexité de ces corps. Donc ça, c'est Bennu qui a été visité par la sonde OSIRIS-REx, qui fait à peu près 500 mètres de diamètre. Vous voyez tous ces rochers, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, les caméras de cette mission sont absolument fabuleuses. Vous voyez un petit peu les résolutions qu'on a. Et en 3 dimensions, avec ce que m'a fait Marion May, c'est époustouflant. Il y a énormément de choses à faire rien qu'avec ce genre d'image. Vous voyez, encore une fois, ce sont des espèces de tas de gravats agglomérés, simplement liés entre eux par leur propre attraction, qui est pourtant très faible, mais ça tient quand même. Donc c'est absolument incroyable. Mais vous voyez un peu la complexité d'atterrir, par exemple, sur quelque chose comme ça. Alors voilà, donc on en vient finalement à cette révélation qu'on a vue là, que ces objets sont assez complexes, et que donc ça serait quand même bien de se préparer à les dévier pour s'assurer qu'on a une méthode qui marche, le jour où, dans un futur le plus lointain possible, un objet nous arriverait dessus. Et compte tenu de cette complexité géologique, on sait que ça prend du temps. Et à l'Agence spatiale européenne, il y a eu cette prise de conscience dès les années 2000, puisque début 2000, l'Agence spatiale européenne m'a sollicité avec 5 experts pour créer un panel, un comité, pour faire des recommandations de missions spatiales dédiées au risque d'impact. Et on s'est réunis, alors vous voyez, c'est pour montrer aux jeunes les aventures humaines que sont les missions spatiales. On commence jeune et puis on finit, j'allais pas dire pas très bien, non, on finit vieux, en meilleure forme possible. Vous voyez, ça c'était en 2003, ça c'est en 2011, maintenant vous me voyez maintenant, bref. Et donc vous voyez que c'est quand même des efforts de longue haleine de construire des missions comme ça. Et donc là en 2003, on étudiait une mission qui s'appelle Don Quichotte. Donc Don Quichotte, c'était une mission basée sur la technique de l'impacteur cinétique où on envoyait un projectile Hidalgo et puis le satellite Sancho qui est l'orbiteur qui va voir le pauvre Hidalgo exploser lors de l'impact. Et donc c'est ça qui a fait naître finalement d'Arteera. Je suis obligé de le faire court, mais en gros l'Agence spatiale européenne n'a pas pu financer la mission, il n'y avait pas de programme dédié. Et c'est en discutant avec un collègue, Andy Cheng, ici, et Yann Carnelli de l'ESA, et Cheryl Reed, je les nomme parce qu'ils ont vraiment été clés du laboratoire APL où est fait la mission, qu'on a construit donc cette idée de se partager les efforts entre la NASA et l'ESA pour monter une mission. À l'époque, c'était ensemble, avec la NASA faisant le projectile et l'ESA l'orbiteur. Et c'est devenu DART le projectile et ERA. Et tout ça, c'est fait souvent sur une table de resto,
On a même dessiné avec Andy Chang dans un restaurant mexicain à Pasadena, en Californie, les premiers dessins des trajectoires pour aller faire un impact sur Dimorphos, qui ne s'appelait pas Dimorphos à l'époque, l'astéroïde s'appelait Didymos, l'astéroïde double que vous allez voir, et la petite lune, on l'appelait Didymoon. Bon, maintenant, elle s'appelle Dimorphos, mais donc, vous voyez, l'histoire humaine derrière ça, je la trouve assez magnifique. On a signé un premier accord entre l'ESA, l'Observatoire de la Côte d'Azur, hein, ça c'est le premier accord technique pour mener à bien cette mission à l'époque conjointe. Et on a même fait une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, vous allez voir après, mais au final, ça a fini par faire cette idée de mission où on a un projectile qui s'appelle DART, qui est un satellite, qu'on envoie pour taper sur la petite lune d'un astéroïde double. On a 15% des astéroïdes qui sont doubles. Et donc, on a choisi de taper sur la petite lune de 160 mètres de diamètre de l'astéroïde double Didymos, dont le corps principal fait à peu près 780 mètres de diamètre. Et l'idée, c'est qu'une fois que le projectile a tapé, eh bien, la sonde européenne aille sur la scène du crime et nous donne tous les résultats de l'impact et nous donne aussi toutes les propriétés de la cible qui interviennent dans la réponse à l'impact. En particulier les propriétés internes. On n'a jamais mesuré les propriétés internes des astéroïdes, et là, c'était la première mission qui doit faire ça. Donc c'est assez génial, avec en plus l'observation depuis la Terre de l'impact, puisqu'on a choisi de taper sur un astéroïde qui passe suffisamment près de la Terre, sans pour autant provoquer aucun danger, pour que les observations au sol puissent donner quelques informations. Et c'est ce que vous allez voir maintenant. Et l'idée qu'on a eue de faire ça, c'est parce qu'en 2011, quand on a construit la mission, on s'est dit il vaut mieux qu'il y ait une partie un peu indépendante de nos deux missions. C'est-à-dire que si l'orbiteur ne peut pas y aller, il faudrait qu'on ait un moyen, avec un seul projectile, d'avoir une première mesure indépendante. Et donc la seule façon de le faire, c'est depuis la Terre. Et à partir de là, on a cherché dans les catalogues quels sont les objets qui passaient près de la Terre entre 7 et 15 ans après, le temps de monter la mission. Et on a trouvé Didymos, qui passait près de la Terre en 2022, et on a tout de suite calé sur Didymos. Et de même, si DART ne partait pas, de toute façon, aller caractériser un astéroïde, sachant que les images que je vous ai montrées tout à l'heure, on ne peut pas les avoir depuis le sol, ça reste important dans la feuille de route de la défense planétaire. Donc de toute façon, les deux missions avaient leur intérêt propre. Et donc, on a commencé à faire ça. Et on a même fait un film avec Andy Chang et moi qui s'appelait AIDA, parce qu'à l'époque, on devait arriver en même temps. Donc, la mission européenne devrait déjà être là. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, parce que le spatial, c'est plus compliqué. Et au final, notre mission à nous, eh bien, elle a été approuvée un peu tard pour être lancée en même temps que DART. Et elle arrivera 4 ans après. Mais ce n'est pas grave, pour ce qu'on veut mesurer, on peut y arriver 4 ans après, mais le message aurait été un peu différent. C'est vrai, le jour de l'impact de DART, j'avais cette petite frustration de me dire on aurait pu dire que l'Europe était là en même temps. Mais bon, le spatial, il faut savoir être souple et savoir se réinventer. On a un premier échec, puisqu'on n'a pas été approuvé en 2016 à temps pour lancer avec DART. Et on ne s'est pas découragé, on s'est rebattu. Et finalement, la mission ERA a été approuvée au Conseil ministériel de l'ESA en 2019, et je vais vous en parler après. Donc voilà, ça c'est le ERA qui commence. On a fait le premier workshop, puisqu'on a été sélectionné juste avant la pandémie à Nice. Et ici, vous avez l'Observatoire de la Côte d'Azur, que je vous encourage d'aller voir, qui est magnifique. On a remis le petit Apollon ici, tout doré. Ça vaut le coup d'aller voir, fait par Eiffel, hein, qui a fait la tour Eiffel aussi. Voilà, je fais en même temps la pub de l'Observatoire en même temps. Donc on va parler maintenant de Didymos. Parce qu'en fait, c'est vraiment la cible qu'on a choisie. Donc, vous voyez à peu près ce que ça donne, hein, un objet de 780 mètres de diamètre, et puis Dimorphos à peu près 160 mètres de diamètre. Ici, à l'échelle, c'est peut-être un peu mieux. Vous voyez la taille de Didymos par rapport à la Burj Khalifa à Dubaï, et Dimorphos qui fait à peu près la moitié de la tour Eiffel. Alors, la chose très importante à dire à ce niveau-là, c'est que je vous montre ça, mais cette forme-là, elle n'est pas bonne. En fait, la seule chose qu'on connaissait de Dimorphos, c'était la taille. Donc le premier challenge qu'il y avait pour DART, c'était de démontrer qu'on est capable de taper dans un objet à 11 millions de kilomètres de nous, dont on ne connaît que la taille initialement, et qu'on ne découvre qu'une heure avant l'impact. Une heure avant l'impact, on ne le voit pas du tout, l'objet. Et ça, de façon autonome. Parce qu'on ne peut pas jouer avec un joystick et guider la sonde, elle voyage à dizaines de milliers de kilomètres heure. Donc ça, c'est vraiment le premier test, c'était est-ce qu'on est capable d'envoyer une sonde qui n'a que très peu de connaissances de l'objet, seulement sa taille et sa position dans le ciel, et on l'envoie et elle doit pouvoir
auto-naviguer et s'ajuster pour arriver à taper dedans. Ça, c'était la première chose, et ce n'est pas aussi simple que ça peut le paraître. Voilà un peu ce que ça donnerait en image. Hein. Donc, c'est une sonde qui fait 770 kg à l'arrivée, qui tape à 6 km par seconde sur la petite lune de Didymos. Et voilà en fait la stratégie. Donc, vous avez l'orbite de Dimorphos. Il tourne en 11,55 minutes autour de Didymos, ça, on le savait avant. Et l'idée, c'est de taper avec cette sonde sur Dimorphos dans la direction opposée à celle de son mouvement autour de Didymos et de réduire sa période orbitale d'un facteur qu'on ne connaît pas à l'avance. Avant ça, DART déploie l'ICIA-Cube, qui est un CubeSat italien, qui va pouvoir mesurer les effets de l'impact les premières minutes après l'impact seulement. Ce qui est déjà bien, mais on le verra, ce n'est pas assez pour avoir le résultat final. Donc on voit que c'est un petit corps de 160 mètres de diamètre qui tourne en à peine 19 cm par seconde autour de son corps principal. Et c'est pour ça qu'on a choisi un astéroïde double. On a choisi un astéroïde double parce qu'on s'est dit, si on veut pouvoir mesurer une déviation depuis la Terre, il faut qu'on puisse le faire rapidement. Et si je prends un objet simple autour du Soleil, sa vitesse autour du Soleil est de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc quand j'arrive à 6 km par seconde, la déviation que je vais faire, il va falloir des mois pour la mesurer. Parce que je vais faire un impact qui va dévier que de quelques millimètres par seconde. Et il faut des mois. Et ce n'est pas sûr qu'on puisse l'observer depuis la Terre. Alors que si on tape sur une petite lune qui tourne à seulement 19 cm par seconde, à 6 km par seconde, la déviation elle est quasiment instantanée. Et donc je peux mesurer depuis la Terre. C'est pour ça qu'on a choisi un binaire, pour pouvoir avoir une mesure rapide et possible depuis la Terre. L'autre aussi raison, c'est parce qu'on préférait dévier un corps autour d'un autre qu'un corps autour du Soleil, parce que comme on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne voulait pas créer le risque qu'on cherche à éviter, ça serait ballot, comme on dit. Donc, du coup, on s'est dit, peu importe quoi qu'il arrive, on savait qu'on posait pas de risque. Et donc, voilà comment, depuis la Terre, on mesure la période. Hein. On a, lorsque Dimorphos passe devant ou derrière Didymos, ça réduit la luminosité, et bien sûr, vu depuis la Terre, et entre deux réductions de luminosité, ben, ça vous donne le temps qu'il a fait pour faire un tour. Et vous faites ça avant et après, et ça vous donne la différence de période orbitale due à l'impact. Alors voilà pourquoi c'était la cible idéale, hein, Didymos, c'est parce qu'en lançant la sonde en novembre 2021, eh bien, on pouvait du coup faire en sorte qu'elle rejoigne Didymos, qui est ici, au point le plus proche de la Terre. Donc tout ça c'est calculé, on sait faire, et une fois que la sonde était lancée, on savait à la seconde près l'heure de l'impact. 23h14, temps universel, le 26 septembre 2022. Dès que c'était lancé, on savait maintenant la trajectoire a été fixée, on sait calculer ça, et voilà. Et vous voyez, c'est là qu'on est au point le plus proche de la Terre. Et ça, on y a pensé il y a 11 ans déjà. Donc c'était assez sympa de le voir se concrétiser comme ça. Donc voilà la sonde, hein, c'est une sonde avec des grands panneaux solaires, comme vous voyez ici, qui se déploie une fois qu'elle est en orbite, et munie d'une caméra et d'un logiciel de navigation intelligente pour pouvoir auto-naviguer. Donc c'est une sonde assez simple, hein, une sorte de la taille d'une machine à laver avec des grands panneaux solaires. Et on envoie tout ça à 6 km par seconde dans l'astéroïde. Là, vous voyez les panneaux solaires des tests de déploiement du panneau solaire. Vous avez aussi voilà, la sonde avec les panneaux, cette fois-ci remis à l'origine. Et vous avez ensuite le lancement. Donc moi, j'avais la chance d'y être. C'était la base de l'US Air Force de Vandenberg en Californie, près de Santa Barbara, là où sont lancés une grande partie des Falcon 9 de SpaceX. C'est assez fabuleux parce que ce lanceur a été utilisé 100 fois. C'est un truc de fou. Quand on voit un lancement, c'est absolument incroyable. La puissance, comment ça s'arrache de la Terre, là on sent ce que c'est que de s'arracher de la gravité terrestre et de se dire que le truc il revient et qu'il est réutilisé 100 fois, c'est quand même assez fort. Donc ça a été un spectacle magnifique parce qu'en général il y a du brouillard à cette heure-là et puis ça s'est levé juste pour nous. Et pour rappeler l'aventure humaine, vous avez Franco Ongaro qui était à l'origine du programme qui a fait naître Don Quichotte en 2000, Yann Carnelli et moi qui y étions, et j'ai envoyé une photo à un journaliste de Nice Matin, il l'a publiée. C'était sympa, au moins ça montre que c'est des aventures où on est un peu comme une famille qui faisons des efforts pendant très longtemps, on était vraiment heureux d'être là. Et voilà le lancement montré ici avec cette fusée Falcon 9 qui va s'arracher de la Terre pour pouvoir emmener notre petit bébé dans l'espace, sachant qu'à chaque fois quand on est vraiment impliqué dedans, ça fout quand même la trouille, hein, parce qu'on sait que tout peut se passer, et puis il y a un bruit incroyable.
into an asteroid. Bon, voilà. Et puis surtout, après, une fois qu'elle est dans l'espace, eh bien, on voit ici la sonde DART qui va être détachée du dernier module de la fusée pour pouvoir aller dans l'espace. Donc vous voyez ici les panneaux solaires, ici l'antenne. Là, vous avez des observations de Didymos, donc vous le voyez, il est ici, prise depuis la Terre. Donc on voit bien, non, pas prise depuis la Terre, prise depuis la caméra Draco, qui commence à le chercher. Alors il faut savoir qu'une fois qu'on a lancé la sonde, on se dit, ouais, bon, on attend et puis tout va bien se passer, c'est les derniers moments qui vont être... Non, une sonde, et c'est un véritable organisme dans l'espace. Parce que c'est au moment où elle est dans l'espace qu'on découvre comment elle se comporte face à l'environnement de l'espace, qui est quand même très hostile, même pour les instruments. Donc en fait, les ingénieurs ont eu un boulot absolument fou pendant les 10 mois précédant l'impact, parce qu'il y a sans arrêt des choses à recalibrer, à corriger, etc. C'est absolument incroyable, au-delà d'ailleurs de ce que je pensais dans ce type de mission-là. Là, vous avez comment ça va se passer, en fait. Donc, 90 000 km avant l'arrivée à l'astéroïde, on commence la navigation autonome. Et vous voyez ce que l'on voit hein, de Didymos, on ne voit pas grand-chose. C'est à 25 000 km que ça y est, on commence à voir Didymos, 8 pixels, Dimorphos 2 pixels, donc on ne le voit même pas sur l'écran. 920 km, là on voit beaucoup plus gros. Et puis 12 km avant, c'est normalement la dernière image que l'on a, à 6 km par seconde. Elle met à peu près un peu moins de 3 secondes pour nous arriver. Et là, ce sont les vraies images. La dernière conférence que j'avais donnée avant l'impact, c'était des images supposées. On avait pris d'autres astéroïdes. Et là, vous commencez à voir les images. Vous voyez que ça va très vite. Hein. On est 4 heures avant l'impact. Et en fait, on commence à voir Dimorphos 2 minutes et demie avant l'impact. Donc, il y a des heures où on attend de pouvoir voir ce qui va se passer. Et vous allez vous rendre compte ici de la navigation autonome, la complexité quand même, puisque ça, c'est un film qui vous montre, vu par Draco, la caméra Draco, comment eh bien, elle approche de l'astéroïde. Donc vous avez ici les deux pointages, et l'idée, le moment clé, va être le moment où la sonde doit se fixer sa direction sur Dimorphos. Donc d'abord, elle a les deux dans le champ, et à un moment donné, elle doit réussir à se caler sur Dimorphos, qu'elle découvre hein, en temps réel. Hein. C'est-à-dire que là, ces images-là, il faut qu'elle les traite pour pouvoir s'assurer qu'elle va dessus. Là, ce sont en fait les brillances qu'elle voit, c'est à partir de là qu'elle se base. Et petit à petit, on le voit arriver. Alors c'est accéléré, hein, accéléré, jusqu'aux dernières images de l'impact, la dernière qui arrive à peine comme ça. Donc ça, c'est complètement accéléré parce qu'en fait, tout ça, ça a pris 1 heure. Et je peux vous dire que c'est 1 heure qui passe de façon très longue. Voilà, encore une fois. Toutes les petites séquences que vous voyez, l'image qui n'est pas très linéaire, c'est parce qu'en fait, le propulseur ajuste la trajectoire constamment pour s'assurer qu'il garde toujours le même point dans sa direction. Et donc, c'est un ajustement continu. Un vrai boulot des propulseurs et du logiciel de navigation qui se base sur la brillance de certains points de surface pour pouvoir se guider, ce qui est assez compliqué. C'est assez tendu quand on voit ça en direct. Et ce qui était super, c'est qu'on a décidé, enfin la NASA en tout cas, de donner en direct la possibilité au public de vivre avec nous en direct ces découvertes-là. Et ça, je crois que je ne sais pas si ce n'est pas la première fois où le scientifique était aussi ignorant que le public. 1 heure avant, puisqu'on n'avait aucune idée nous-mêmes de quelle forme on allait trouver. Et comme moi, j'étais dans la salle d'opération, et de me dire qu'il y avait des millions de gens qui découvraient avec nous en même temps, je trouve ça génial comme idée d'accompagner, de permettre au public de nous accompagner dans nos efforts. Voilà Didymos, donc qui est très bizarre. La forme, alors là, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Sa forme, elle est assez bizarre. Malheureusement, on n'a qu'un côté. Vous voyez Dimorphos à côté. Ça, c'était le modèle mathématique avec lequel on travaillait pendant des années et qui, en fait, ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a vu. Donc, on est en train de digérer tout ça. Là, vous avez, quand on a vu cette image-là, il y a un collègue qui a pris cette image de l'équipe. Ben ouais, ça. Oui, mais c'était vraiment la surprise. Hein. On s'est dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a une vidéo qui a circulé, pareil qu'elle a été montrée sur pas mal de télé dans le monde, où on nous voit en train de, enfin, on me voit en train de nous extasier. Donc ça, c'est dans la salle avec toute l'équipe, et on découvre donc les images. Oh le truc. Bon. Non mais il faut vous dire que ça fait 20 ans qu'on attend ça quand même.
Mais là, vous ressentez le bonheur de toute une équipe qui a travaillé pendant des années ensemble. Bon, on va peut-être arrêter, n'est-ce pas? Ah, écoutez, hein, la science, on s'amuse, hein, on s'éclate. Ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, donc ça c'était l'écrit quand on a commencé à voir ça, hein, ce Dimorphos, plein de rochers de partout. Vous voyez, il n'y a aucun cratère. Quand on parlait tout à l'heure, on voit plein de choses. Ben, celui-là, c'est un peu bizarre, il n'y a pas de cratère à la surface. C'est énormément de rochers. Et rendez-vous compte, hein, la gravité est extrêmement faible. 160 mètres de diamètre, je crois que c'est la diagonale d'un stade de foot. Donc c'est rien. Et comment tout ça tient, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et vous voyez ici, on a même un espèce de truc bizarre, on ne sait pas encore ce que c'est d'ailleurs, un petit rocher. Alors un de mes collègues a mis une voiture qui n'est pas très écolo, hein, c'est une Porsche ici, pour montrer un peu les dimensions auxquelles on a affaire. Donc c'est à peu près des roches qui font quelques mètres de diamètre ici. Et c'est à peu près ici qu'on a tapé d'ailleurs. Donc on a tapé, et là il y a un énorme effort de modélisation d'impact, donc des calculs qui prennent en compte toute la physique des impacts pour essayer de comprendre comment la sonde a interagi avec ces rochers-là. Là, vous voyez la dernière image donc, qui a été prise. Alors, pour le géologue, c'est magnifique, hein. Si vous regardez les détails, il y a des différences de morphologie des rochers, il y a des fractures, on voit plein de choses. En fait, ces objets, c'est vraiment des êtres vivants dans le sens que ça n'est pas passif. La surface évolue au cours du temps. Les forces de marée avec Didymos aussi créent potentiellement des mouvements, on est en train d'étudier ça. Les roches subissent aussi de la fracture thermique parce que la température au soleil peut faire plusieurs centaines de degrés, la température à l'ombre peut faire moins centaines de degrés. Et donc, je ne sais pas, moi je l'ai déjà fait puisque je suis un peu bête, mais vous prenez une glace, après vous buvez un café, les dents elles n'aiment pas trop. Ben, c'est un peu ça ce qui se passe sur un astéroïde. Les roches elles vont de très chaud à très froid et ça peut produire de la fracture thermique. Donc il y a des tas de processus qui se passent et même avec une image comme ça, on fait énormément de science. Ça a été l'occasion d'ailleurs de notre réunion cette semaine près de Washington. Donc ça montre l'intérêt quand même d'aller sur place. Parce que, bien sûr, ces informations sont inaccessibles depuis le sol terrestre. Là, ça vous montre un petit peu à l'échelle, voilà, les tailles des rochers. C'est très proche du point d'impact, hein, puisque c'est la dernière image. Donc, l'impact a dû se situer par là. Donc, ça a été une interaction de la sonde qui est assez complexe avec la surface, hein. Ça n'a pas été sur un terrain plat. Donc, il y a encore du boulot à comprendre ce qui s'est passé. Là, je vous montre encore quelques séquences d'images qui vous montrent, hein, depuis les premiers moments où on ne voit plus Dimorphos entièrement dans la caméra, jusqu'à l'impact, et vous voyez, c'est vraiment un objet incroyable. Enfin, pour moi, ces images, c'est fascinant parce que pendant des années, c'était des modèles numériques dans un ordinateur. Et j'ai encore du mal à réaliser que voilà, maintenant, on est passé du modèle numérique à une réalité. Et c'est un peu la beauté de toutes ces missions spatiales qui vont découvrir des nouveaux mondes, hein, quelque part, c'est-à-dire ces objets-là dont on n'a pas d'informations depuis la Terre, concernant leurs propriétés géologiques, comme on dit, eh bien, c'est des missions qui sont... il y a un avant et un après. C'est-à-dire que dans les livres, cet objet-là, s'il y avait un livre qui en parlait, c'était un dessin. Et maintenant, on peut montrer une image. Un peu comme quand on est allé voir Pluton avec la New Horizon, on a découvert quelque chose d'incroyable. Et quand on vit ces moments-là, c'est pour ça que j'étais très heureux que le public soit associé avec nous à cette découverte. On est un peu comme des explorateurs de l'espace, un peu qui allons découvrir des nouveaux continents, sauf que ceux-là, ils ne sont pas attachés à la Terre. Et en plus, ils nous montrent des choses qui sont incroyables parce qu'ils vivent dans un environnement très différent du nôtre. Donc il y a vraiment un plaisir, surtout quand on a travaillé pendant des années, cette attente et enfin d'avoir la réalité, c'est vraiment un moment très fort. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment le... Alors je cite quand même quelques personnes. Ah oui, alors cette photo-là, c'est pareil. Je ne sais pas comment elle est arrivée dans Marianne. Moi, je pensais que vous alliez mettre une photo de l'astéroïde. Enfin, c'est ça qui est... La découverte que je suis très ami avec mon collègue Yann Carnelli, elle concerne que moi. Mais bon, au moins ça montre que c'est des moments très forts. Et pour les jeunes qui sont là, vous faites des études, vous galérez un peu, gardez en tête que quand on est persévérant, qu'on est motivé, passionné, qu'on croit en ce qu'on fait, on subit des échecs, hein. Je peux vous dire que des tartes, on en a pris. Mais quand on y croit et qu'on se bat, et surtout qu'on sait s'entourer, qu'on sait travailler en équipe, qu'on respecte ceux qui travaillent avec nous, leur expertise, la nôtre, il n'y a pas de bataille d'ego, on arrive à faire des choses incroyables. Incroyables. Et le spatial, il est bon pour montrer ça, parce que dans toutes les missions dans lesquelles j'ai été impliqué, on a eu des surprises sur le site, puisqu'évidemment, on va découvrir des nouveaux territoires. Et il a fallu se réadapter, notamment les missions de retour d'échantillons. Et leur succès, et ça je peux en témoigner, vient du fait qu'il y a cette passion, il y a cet état d'esprit qui fait que quand on a une difficulté, on ne la vit pas comme une difficulté, on la vit comme un nouveau défi. Et des défis dont dépend la survie parfois de la sonde, hein.
Mais quand on approche comme ça la chose, c'est-à-dire plutôt positivement, plutôt que se dire « oh là là, c'est foutu », mais vous arrivez à faire des choses incroyables. Ce qui compte, c'est savoir travailler ensemble, en équipe, et être tous passionnés. Donc c'est vraiment ces messages-là, c'est pour ça que je montre ces images-là, c'est pas pour montrer ma bobine, c'est aussi les autres, justement, montrer tous ces gens qui ont contribué. Lui, c'est Lindley Johnson, c'est le directeur du Bureau de défense planétaire aux États-Unis. Dans Don't Look Up, il y a un acteur qui joue son rôle, il finit pas très bien d'ailleurs, mais lui, c'est le vrai. Voilà, donc qui a beaucoup aidé aussi. Puis vous retrouvez tous ceux qui ont monté la mission. Ça, ce sont les 2 coordinateurs de l'équipe DART, Andy Rifkin et Nancy Chabot, qui font un travail formidable pour coordonner l'équipe DART. Et là, vous avez encore Andy Cheng, qu'on s'est retrouvé au moment de l'opération, avec qui les premières discussions ont lieu pour arriver à DART ERA en 2011. Donc c'est des moments super, et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a eu une véritable campagne internationale d'observation. Donc c'est pas que les scientifiques des missions spatiales qui ont fait ce résultat que vous allez voir, c'est aussi beaucoup d'amateurs, beaucoup d'astronomes qui ne font que des observations au sol. Quand je dis qu'ils ne font, c'est pas du tout péjoratif. Les observations au sol sont absolument incroyables ce qu'ils arrivent à faire, même pour les astéroïdes. Et là, vous avez une grande partie des télescopes qui étaient impliqués dans cette campagne pour mesurer la période orbitale de Dimorphos après l'impact. Même en Antarctique, le télescope ASTEP de l'Observatoire, la Réunion aussi, au Kenya. Et tout ça, c'est super parce que ça a montré, c'était pas évident, hein, pourtant on s'était préparé, mais qu'on est capable de se coordonner à l'échelle internationale, de communiquer pour faire une mesure rapide, ce qui est une très bonne nouvelle pour la défense planétaire. Tous ces gens-là ont joué le jeu, on a eu des images tout de suite. D'ailleurs, la première image qu'on a eue, on était encore dans la salle d'opération. Là, je me suis dit, oula, voilà, c'est par le télescope Atlas. Quand j'ai vu le truc partir en poussière, oui, je me suis dit, c'est le truc qui est parti en poussière. Dimorphos, on n'est pas sûr qu'il soit là encore, on a eu un peu peur. Là, vous avez les images prises par LICIACube, le petit satellite italien. Donc c'est les premières images qui ne sont pas très bonnes, hein, comme vous le voyez, hein, mais ce n'est pas facile, un petit CubeSat dans l'espace qui va très, très vite récolter des informations. Mais c'est surtout quand on a eu celle-là qu'on s'est dit « aïe, bon, qu'est-ce qui reste là que va voir Hera ?» Un petit anneau autour d'un astéroïde. Enfin, on a eu vraiment très peur que Dimorphos ne soit plus là. Vous avez encore ici à distance, hein, vous voyez. Alors là, on commence à voir qu'il y a quelque chose qui reste. Mais c'était pas sûr. Heureusement, là encore, d'autres images de l'impact. Hein. Donc on voit qu'on a fait quand même quelque chose d'assez fort. Là, on s'est dit, oula, là, on a we made a mess, comme on dit en anglais. Et là, un petit peu plus loin encore, donc là, c'est LICIACube qui s'approche et qui va s'éloigner. C'est quand même fabuleux, hein, parce que là, on a 11 millions de kilomètres avec un petit CubeSat, on arrive à voir un événement comme ça. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Et je dois dire que Brian May, mon collègue, m'a fait des images en 3 dimensions de ça. Et c'est incroyable. C'est le cône de la matière éjectée, on a vraiment fait quelque chose de très très violent, que vous voyez encore ici, quelques images, prises encore plus loin. Et on a eu le James Webb et le Hubble qui ont simultanément, c'est la première fois, observé un objet en même temps. Et vous voyez ici, de loin, donc Didymos après l'impact, et par Webb et Hubble. Là, vous voyez encore le James Webb. Donc, c'est depuis avant l'impact, jusqu'à 5 heures après l'impact. Voilà ce que ça donne. On a fait la même chose avec le Hubble. Donc, c'est assez merveilleux d'avoir ces 2 télescopes spatiaux dédiés à complètement autre chose, arriver à s'orienter pour pouvoir observer ensemble cet impact. Ça montre la capacité qu'on a de se coordonner de façon internationale au sol et dans l'espace. Ça, je trouve que c'est merveilleux. Et on a fait une comète, hein, en fait. Ça, c'est Didymos vu par Hubble. La queue fait 10 000 km. D'ailleurs, on voit 2 queues, c'est très bizarre. Et donc, on a créé énormément d'éjecta. Incroyable. Là, vous avez encore d'autres depuis le sol terrestre. Hein, vous voyez ce qu'on a fait. C'est encore visible. Il y a à l'Observatoire de la Côte d'Azur, il y a eu une observation là récemment et on voit dans le ciel cette traînée incroyable, mais qui est devenue Dimorphos. Alors c'est là qu'on a utilisé les antennes radar de Goldstone qui nous permettent d'avoir une certaine précision. Et on a pu... alors là, il faut croire ceux qui font des radars, parce qu'eux, ils voient Didymos et Dimorphos. Moi, je vois Space Invader avec mon truc Atari. Et bon, il faut les croire. Dès qu'on met un carré, ça va mieux. Déjà, on se dit, ah, d'accord, c'est là. Et puis là, vous avez Dimorphos. Bon, on va les croire. Et en fait, si je continue... Non, oui, si je continue... Voilà, Dimorphos aurait dû être là, et en fait, on l'a trouvé là. Donc du coup, ça veut dire qu'effectivement, sa période a changé. Donc on a pu faire la mesure de la période
en comparant en fait où il devrait être par rapport à où on l'a trouvé. Et donc cette période, on a pu la remesurer aussi depuis la Terre. Donc vous voyez ici la luminosité. Et puis si j'accélère un tout petit peu, vous allez voir la luminosité après. Voilà. Et cette petite différence eh bien, fait que quand on mesure, il ne met plus 11h55 minutes pour tourner autour de Didymos, il met 11h23 minutes. Donc on a perturbé la période de 32 minutes. Alors ça, c'est très intéressant. Et vous allez voir pourquoi. 32 minutes, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais avant ça, évidemment, c'est magnifique, parce que ça veut dire que DART a réussi à taper dans un astéroïde, ce que je vous disais, c'était le premier challenge, dont on ne connaît que la taille, et à perturber. Après, maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, l'administrateur de la NASA a vraiment... Alors c'est rare que ce soit l'administrateur lui-même qui soit venu faire sa conférence de presse pour dire que voilà, on a réussi à faire un test de déviation, on a réussi à perturber la trajectoire d'un objet par une sonde spatiale. Du coup, ça a été célébré. Vous voyez là toute l'équipe DART. Ça, c'était en juillet avant l'impact, avec à moitié en Zoom. La pandémie a fait qu'on s'habituait aux visioconférences. Donc, le problème, c'est qu'il y a de nombreuses questions qui subsistent. Et c'est là que la mission européenne va aider. Déjà, on n'a que la forme d'un côté de ces deux objets. Et déjà, comme les formes ne sont pas celles attendues, qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin des informations 3D parce qu'on essaie de comprendre comment ces astéroïdes doubles se forment. Et ça dépend de leur forme. Donc du coup, on a vraiment besoin d'avoir ça et il y a des tas d'autres implications. La deuxième chose, c'est que la forme de Dimorphos n'est pas celle attendue. Alors, c'est un peu compliqué, mais ça nous dit des choses sur comment il s'est formé qu'on ne comprend pas encore bien. La structure interne est inconnue. On a des grands débats dans l'équipe pour savoir est-ce que c'est un agrégat ou est-ce qu'il n'y a que du gravier à la surface et il y a un cœur qui est solide. Et tout ça, ça a des conséquences sur la façon dont il s'est formé, mais aussi sur ce qui s'est passé avec DART. La réponse à l'impact n'est pas la même d'une éponge ou d'un truc très poreux par rapport à une roche très monolithique, très compacte. Et donc, on a ces questions-là. On a aussi cette espèce de rocher, on ne sait même pas si c'est un rocher très bizarre, qu'est-ce que c'est? Donc finalement, on a un peu, c'est comme si on avait ceux qui aiment les sucreries, un très beau gâteau devant nous, on sait qu'il est bon, mais on ne l'a pas encore goûté. Donc c'est là qu'on a besoin d'une autre mission pour pouvoir aller voir. Et finalement aussi voir le dimorphos final, parce que là, on n'a que ça. Dans quel état est le pauvre dimorphos? Est-ce qu'on a laissé un cratère? Est-ce qu'on l'a complètement déformé? Tout ça, c'est très important parce que l'idée, c'est d'avoir une expérience d'impact entièrement documentée avec les conditions initiales fournies par DART et le résultat final et les propriétés de la cible fournies par ERA, de telle manière que les modélisations d'impact qui doivent reproduire ce qui s'est passé aient le moins d'inconnus possible. Parce que moi qui fais de la modélisation, je peux vous dire que je peux vous reproduire ce que vous voulez, mais bien sûr, je joue avec les hypothèses, je prends des paramètres complètement ad hoc et je peux reproduire ce que je veux. Et ça, ce n'est pas de la validation. Je peux très bien reproduire quelque chose avec un calcul faux. Je prends des hypothèses qui sont complètement arbitraires. Donc ce qu'on veut, c'est contraindre au maximum les modèles, leur donner les conditions initiales qu'on connaît maintenant avec DART, et le résultat final et les propriétés de la cible qui doivent prendre comme aussi hypothèse initiale pour reproduire le résultat final. Et pour ça, il nous faut DART. Et ce qu'on veut mesurer, alors il faut que j'aille un petit peu plus vite, mais ce qu'on veut mesurer, c'est en fait la quantité de mouvement fournie par DART. En gros, c'est quelle a été l'efficacité de la déviation? Parce que j'ai dévié de 32 minutes. Oui, mais imaginons, Dimorphos est très léger. Je fais à peine ça, peut-être que je le dévie. Donc, la masse de Dimorphos, elle est essentielle. Parce que pour savoir si c'est vraiment DART qui est efficace ou si c'est parce qu'en fait, il était c'est facile à dévier, eh bien, il nous faut calculer cette quantité de mouvement. Alors, c'est quoi la quantité de mouvement? C'est la masse fois la vitesse de la sonde. C'est quelque chose qui se conserve. Donc, quand DART tape dans l'astéroïde, si on n'apporte que la quantité de mouvement de DART, on ne dévie que de 73 secondes. C'est pour ça, peut-être dans la presse, vous avez lu qu'au minimum, on voulait dévier de 73 secondes. Non, c'est que simplement, on sait que quand on tape dans un truc, si on n'apporte que la quantité de mouvement du truc qui tape, on dévie de ça. Maintenant, si quand DART tape, le milieu est fragile, on ne s'enfonce pas, donc il casse, et qu'il y a de la matière qui est éjectée dans la direction opposée à celle de l'impact, la quantité de mouvement prise par cette matière, par conservation, s'ajoute à celle de DART. Autrement dit, plus je crée d'éjecta, plus je dévie. En fait, la matière éjectée, elle joue le rôle de propulseur. Donc plus vous envoyez d'un côté, plus vous déviez de l'autre. Et bien sûr, ça ne dépend pas de DART, ça dépend de la structure de l'objet. Et on voulait savoir, en fonction des propriétés des astéroïdes, quelle était l'efficacité d'un impact tel que celui de DART. Et pour ça, il nous faut mesurer cette quantité de mouvement qui dépend de la masse de Dimorphos que seule une autre mission peut mesurer, donc ERA. Et en fait, on peut multiplier par 2, par 4, voire par 10
la quantité de mouvement apporté. Selon la quantité d'éjecta qu'on produit, on peut aller très très loin dans la déviation. En revanche, si c'est très poreux, si je m'enfonce comme dans la pâte à modeler, eh bien, on va simplement apporter et moins dévier, apporter la quantité de bande Dart. Et ça, c'est ce qu'on veut mesurer, parce que c'est ça que les modélisations d'impact doivent reproduire. Donc ça, ce sont des modélisations, hein, pour les jeunes qui font de l'informatique. On a mis dans un ordinateur, on a créé des gros programmes qui calculent la propagation d'une onde de choc dans un astéroïde, dans un milieu solide, qui est fragile. On laisse se développer les fractures, on calcule même les températures, et on voit comment le cratère évolue en fonction des conditions initiales données. Et donc c'est ça qu'on cherche à faire, c'est à vérifier si ces modèles-là ne sont pas simplement des belles animations, si toute la physique est bien mise dedans. Et pour ça, il nous faut une expérience à la bonne échelle, à l'échelle d'un astéroïde. Et pourquoi? Parce que dans les expériences en laboratoire, on tire avec des canons à quelques kilomètres par seconde sur des cibles centimétriques, et on valide nos codes avec ça. Très bien. Sauf que quand on est à l'échelle d'un astéroïde, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Et on s'est rendu compte avec Hayabusa 2, la mission japonaise, qui a fait exploser une boîte à 100 mètres de distance de l'astéroïde Ryugu, que vous avez ici, et pour faire un impact d'un projectile de seulement 2 kg versus 570 pour DART, à 2 km par seconde, 6 km par seconde pour DART. Donc un tout petit impact. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que la caméra qui a observer l'expérience, hein, c'est fabuleux, là on a 300 millions de kilomètres, eh bien on voit des tas de matière qui retombent, ce qui était un petit peu inattendu, et surtout, le cratère, il fait 17 mètres de diamètre, alors que nos calculs nous donnaient 2-3 mètres. Donc on sait que la physique des impacts, à l'échelle d'un astéroïde, c'est très compliqué, qu'on est à peine en train de comprendre pourquoi d'ailleurs c'est faux, grâce à cette expérience, mais que cette compréhension, il faut qu'on puisse la revérifier, et avec DART et HERA, on va pouvoir le faire, parce que ça a des conséquences, bien sûr, sur notre préparation à une vraie déviation. Parce que l'idée, c'est de pouvoir extrapoler les enseignements que l'on a de DART à d'autres scénarios. Et donc, il faut qu'on ait des outils valides pour ça. On sait aussi, grâce à OSIRIS-REx, la mission de récolte d'échantillons, que l'astéroïde Bennu, eh bien, il a réagi aussi de manière contre-intuitive, puisque vous voyez le sol de Bennu ici, qui a l'air rocheux, et quand la mécanisme de récolte a touché, il s'est enfoncé comme dans du beurre mou, comme s'il n'y avait pas de résistance. Et en l'occurrence, si on n'avait pas activé les propulseurs, peut-être la sonde, elle continuait à s'enfoncer. Alors qu'on voit de la roche. Donc, ces objets-là, leur résistance mécanique dans ces régimes de microgravité, comme on l'appelle, c'est encore quelque chose qu'on est en train d'essayer de comprendre. Et justement, avoir le résultat de DART, ça va être très intéressant. Et c'est là qu'arrive donc HERA, donc de l'Agence spatiale européenne, qui est donc une mission munie de 2 CubeSats, que vous voyez ici, et qui va entièrement caractériser cet objet. Et les collisions, justement, avoir ces tests de collision à la bonne échelle, ça va nous permettre, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a la défense planétaire, mais il y a la science. Et scientifiquement, on essaie de comprendre les collisions parce qu'elles ont joué un rôle majeur dans toute l'histoire du système solaire. Depuis la formation des planètes par agglomération, par collision, alors c'était des collisions lentes, ce qui permettait d'agglomérer les corps, jusqu'à la formation aux impacts géants, dont par exemple la Lune en est un des résultats, peut-être aussi les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Et puis maintenant, on est dans une phase où toutes les corps solides du système solaire subissent des impacts. On a des cratères de partout. Et dans la ceinture des astéroïdes, on a des astéroïdes qui se rentrent dedans, qui font ce qu'on appelle des familles d'astéroïdes et qui nous envoient des fragments vers la Terre. Et donc, si on veut avoir un scénario robuste et réaliste de l'histoire du système solaire, et en particulier l'histoire collisionnelle, il nous faut avoir les bons paramètres pour décider de ce qui se passe quand 2 corps se rentrent dedans, et à la bonne échelle. Et donc, DART et HERA, en dépit du fait que l'objectif c'est la défense planétaire, vont permettre de nourrir ces scénarios avec des nouveaux paramètres, cette fois-ci à la bonne échelle, pour pouvoir potentiellement réviser cette histoire. On veut aussi comprendre les astéroïdes doubles, puisqu'on a l'avantage, là, j'allais dire on va faire une pierre 2 coups, ben non, en fait on a 2 pierres pour un coup, donc c'est un astéroïde double, et on a surtout Didymos qui tombe très vite sur lui-même, en 2,26 heures. C'est-à-dire vous avez le soleil qui se lève à peu près et qui se couche toutes les heures et quelques. Donc c'est quand même très rapide, et donc il faut probablement de la cohésion pour qu'il existe. Et avec mes collaborateurs, on s'est amusé à modéliser les propriétés de Didymos lorsqu'il tourne sur lui-même de plus en plus vite, et de voir comment est-ce qu'il se déforme. Et en fait, tout ça dépend de la cohésion, de sa cohésion, mais à un niveau incroyable. Vous changez dans les calculs la cohésion d'un dixième de Pascal. Alors pour vous dire, 1 Pascal, c'est l'équivalent, vous mettez une feuille d'arbre sur votre main, vous voyez, on est en automne, hein, vous prenez une feuille, ça c'est 1 Pascal, c'est rien.
Sur les astéroïdes, ça se joue à 1/10 de ça. C'est sensible à 1/10 de ça. Donc on est vraiment dans des environnements très, 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 très différents et il nous faut comprendre ça et la modélisation nous aide beaucoup pour ça. Voilà la sonde Hera qui fait un peu plus d'1 tonne, hein, c'est une belle sonde. Vous avez ici les instruments, donc on a instruments classiques, des caméras, des imageurs dans différentes longueurs d'onde pour mesurer les propriétés thermiques. Par exemple, l'imageur fourni par l'Agence spatiale japonaise, on a une collaboration japonaise. On a aussi un laser altimètre pour mesurer les distances. Et puis on a ces 2 CubeSats, c'est les premiers CubeSats interplanétaires qui vont être déployés pour pouvoir à proximité, faire de la science, et en particulier avec un radar basse fréquence dont le responsable est français, hein, Alain Eric à l'IPAG. On va mesurer pour la première fois la structure interne d'un astéroïde. On va sonder l'intérieur par de la tomographie, vous voyez, comme on le fait pour le corps humain. On va sonder, savoir si cet objet est un agrégat, un monolithe. Comme je vous disais, tout ça a des implications sur la formation des binaires et sur la façon dont Dimorphos a répondu. On va le faire atterrir à la fin, ce qui va nous permettre une nouvelle connaissance des propriétés mécaniques, cette fois-ci avec un impact basse vitesse, on espère. Il doit atterrir, rebondir, et puis on va voir comment est-ce qu'il rebondit. Et il aura aussi un gravimètre qui va nous permettre de mieux comprendre le champ de gravité de cet objet. On va faire de la minéralogie avec le 2e CubeSat, avec un imageur multispectral. On va détecter potentiellement des poussières autour de l'objet. Donc il y a toute une science, en plus de, bien sûr, mesurer l'état de Dimorphos après l'impact. Est-ce qu'il y a un cratère? Est-ce qu'il est déformé? Donc on va vraiment tout caractériser à fond, depuis l'intérieur de l'objet jusqu'à sa surface, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec DART et bien sûr avancer dans notre compréhension des propriétés géologiques de ces objets. Voilà la sonde en train d'être construite, hein, on est en train de construire, puisque le lancement, voilà encore, pour ceux qui s'intéressent aux sondes spatiales, à la complexité de tous ces instruments. Et donc le lancement aura lieu en octobre 2024 par une Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral et arrivera fin décembre 2026 sur Didymos pour une phase de 6 mois d'exploration avec déploiement de CubeSat, etc. Donc voilà un peu comment ça se passe, hein. La sonde va arriver et elle va caractériser ces 2 objets. En particulier, qu'est-ce qui restera de Dimorphos? Est-ce que c'est un cratère? Est-ce que c'est... Et tout ça, ça va nous permettre de valider nos modèles et de comprendre ce qui s'est passé, mesurer la masse pour mesurer la quantité de mouvement. Et puis après, on va déployer ces 2 CubeSats qui auront une liaison intersatellite, c'est-à-dire que les 2 CubeSats vont communiquer avec le satellite mère et en suivant leur trajectoire, ça va encore améliorer notre connaissance de la masse de Dimorphos puisque c'est cette masse qui va perturber leur trajectoire. Donc il y a aussi des démonstrations technologiques assez fascinantes qui vont être faites dans à peine 4 ans. Et à la fin, donc, on va atterrir. Ça sont des modélisations qu'on fait avec un de mes anciens étudiants qui était en doctorat avec moi de super-héros, où on essaie de comprendre comment ces objets rebondissent dans les conditions de gravité d'un astéroïde pour en déduire les propriétés de surface. Donc il y a tout un volet aussi modélisation et préparation. Voilà, donc en fait, cette mission après DART, elle est pleine de premières, puisqu'on aura le premier rendez-vous avec un astéroïde double. On n'a jamais fait un rendez-vous avec un tel objet. Le premier résultat détaillé d'un impact à 6 km par seconde, qui est la vitesse moyenne entre les astéroïdes d'ailleurs, c'est à peu près 5 km par seconde. Donc on va pouvoir immédiatement appliquer nos connaissances à la science des astéroïdes. Et puis les premiers CubeSats allaient explorer dans l'espace profond un astéroïde et mesurer des propriétés qu'on n'a jamais mesurées jusque-là, avec au final un premier atterrissage sur un objet d'à peine 160 mètres de diamètre. C'est assez extraordinaire, hein, plusieurs centaines de millions de kilomètres. Poser un truc comme ça sur un tout petit objet, ça va être assez intéressant. Voilà l'équipe scientifique. On a plusieurs groupes de travail. Vous voyez, un petit peu tous les pays européens sont représentés, ce qui est bien, avec des gens qui travaillent à fond. Peut-être qu'il y en a un qui est dans la salle, Sébastien Charnot, je l'ai vu tout à l'heure, qui est un des responsables du volet dynamique. Et puis, on a aussi le soutien de la Commission européenne. Je pense que c'est important en tant qu'Européen de montrer qu'on a aussi la Commission européenne qui s'intéresse à cette thématique depuis 2012 et qui finance des consortiums avec plusieurs millions d'euros, qui permet de financer des postdoctorantes et des postdoctorants, des doctorantes, des doctorants, donc en fait des étudiantes et étudiants qui nous aident et à qui on offre le bonheur de participer avec nous à ces aventures. Ce qui est super, parce que je finis avec ça, ce sont vraiment des aventures humaines. Vous voyez, les missions spatiales, ça sont les équipes des missions. Vous retrouverez les mêmes têtes un peu partout, parce qu'on travaille tous ensemble, on met tous les experts ensemble, on s'échange les informations, même des missions qui ont le même objectif dans 2 pays différents, eh bien, mélangent les équipes, parce qu'on a tous ce même objectif d'avancer dans notre connaissance en commun et d'offrir au monde entier, eh bien, le maximum de connaissances et de plaisir aussi de nos découvertes dans l'exploration spatiale. Et puis c'est aussi une aventure culturelle, parce qu'on on est avec des Américains, des Japonais, des Européens, des Chinois, des astronautes aussi, tous ensemble, on est là, et c'est un
mélange, quand vous faites ces aventures-là, de science et de culture, parce que, à force de travailler avec des gens de cultures très différentes, vous les comprenez mieux, vous les respectez plus. Voilà, c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là. Et je termine en remerciant ceux qui m'accompagnent tous les jours, qui essaient de me rattraper entre deux voyages dans ces aventures. Et je vous remercie.